Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la lutte anti-drone qui est devenue un enjeu désormais stratégique. Alors sur la photo, vous pouvez voir des soldats du 54e régiment de transmission, également appelés les traqueurs d'ondes. C'est dans ce régiment qu'a été conçu le BAD, c'est le boîtier d'action et de détection de drones. Il s'agit d'un petit boîtier électronique tenant dans une poche, construit avec des composants que l'on trouve dans le commerce et qui a pour but de repérer les drones et de brouiller leur transmission. Une invention qui a déjà séduit le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Shields, illustrant que sur le front ukrainien, 70% des drones utilisés sont neutralisés par la guerre électronique. Avec la prolifération des drones aériens civils et militaires, le risque de leur usage malveillant a considérablement augmenté depuis une décennie. Le développement de la lutte anti-drone, le LAD, s'inscrit donc désormais comme une priorité de sécurité nationale dans un contexte éternellement de combat entre le glaive et le bouclier. Les incidents de sécurité se sont multipliés aux abords des pistes d'aéroports, des centrales nucléaires, des sites industriels sensibles, des bases militaires ou des prisons, afin de livrer des produits stupéfiants, des téléphones ou des armes. Comme pour toute technologie disruptive, bon marché, facilement utilisable, le détournement du drone apporte à son utilisateur de la puissance dans l'action, de l'agilité, de la rapidité, de la sécurité pour très peu d'investissement initial. Au Mexique et en Colombie, les narcocartels ont intégré l'usage des drones d'attaque dans leurs opérations contre la police et contre les gangs rivaux. Les télépilotes de drones tueurs, les sicarios, sont formés au sein d'unités structurées. En France, des équipes de cambrioleurs les utilisent comme outils de renseignement pour réaliser du repérage discret avant de cibler une propriété lorsque ses occupants sont sortis. D'une manière générale, les usages malveillants des drones aériens et bientôt des robots terrestres sont multiples. Le spectre d'impact est particulièrement large, allant du simple survol d'une zone interdite par défi de l'autorité jusqu'à l'assassinat mafieux ou l'attentat terroriste par drone kamikaze. La surface de risque est importante compte tenu de la vitesse de prolifération des technologies robotiques, de leur capacité et de leur faible coût. Connaître les drones pour mieux s'en défendre. Historiquement, le concept de lutte anti-drone est né avec l'invention du drone, mais sa mise en œuvre opérationnelle est arrivée beaucoup plus tard, faute de technologie efficace. La raison de ce déphasage réside essentiellement dans le niveau de complexité de la fonction anti-drone. Il est en effet beaucoup plus simple de faire voler un drone dans une zone interdite que de lui interdire de pénétrer dans cette zone. Il est important de prendre en compte ce principe d'asymétrie de complexité entre les fonctions d'attaque et de défense. L'avantage est et restera durablement du côté de l'attaquant. La lutte anti-drone reste longue à mettre en œuvre. Elle est aléatoire, plus onéreuse que la prise en main et l'usage du drone par un acteur malveillant. En effet, le ratio financier attaque-défense est très inférieur à 1. R est le coût de l'attaque par drone par rapport au coût du bouclier anti-drone. Une fois ce premier principe systémique posé, il est indispensable de bien connaître la typologie des drones en s'appuyant sur la veille technologique et sur les classifications existantes. Il existe ainsi une dizaine de méthodes de classification des drones aériens en fonction de leur poids, dimensions, caractéristiques de vol ou des réglementations locales. Le classement américain en 5 groupes s'appuie essentiellement sur 3 critères, la masse, la hauteur et la vitesse de vol du drone. Pour le groupe 1, ces drones ont une masse inférieure à 20 lbp, c'est-à-dire 9,071 kg. Ils volent en fonctionnement normal à moins de 1200 pieds, c'est-à-dire 365 mètres, au-dessus du niveau du sol à des vitesses inférieures à 250 nœuds, c'est-à-dire 463 km/h. C'est par exemple le DJI Mavic 3, le Parrot Anafi,
l'Airborne 0800 Busard. Pour le groupe 2, ces drones ont une masse se situant entre 21 et 55 livres, de 9,52 kg à 24,94 kg. Ils volent normalement en dessous de 3500 pieds, c'est-à-dire 1067 mètres, et à une vitesse inférieure à 250 nœuds, c'est-à-dire 463 km/h. C'est par exemple les OS Strix. Pour le groupe 3, ces drones ont une masse située entre 55 et 1320 livres, c'est-à-dire de 24,94 kg à 598,74 kg. Ils opèrent normalement à moins de 18 000 pieds au-dessus du niveau moyen de la mer, 5 486,4 mètres, et à des vitesses inférieures à 250 nœuds, c'est-à-dire 463 km/h. C'est par exemple les OS Endurance 1200, les OS Veloce 330. Pour le groupe 4, ces drones ont une masse supérieure à 1320 livres, 598,74 kg. Ils opèrent normalement en dessous de 18 000 pieds, 5 486,4 mètres, sans borne supérieure de vitesse, exemple le Predator, le Fire Scout ou le Grey Eagle. Pour le groupe 5, ces drones ont une masse supérieure à 1320 livres, c'est 598,74 kg. Ils opèrent normalement à plus de 18 000 pieds, c'est-à-dire 5 486,4 mètres, sans limite de vitesse. C'est le Reaper, le Global Hawk, le Triton Global et l'U-Class. En pratique, on parle de petits drones pour les systèmes appartenant au groupe 1 et 2, et les grands drones sont catégorisés dans les groupes 3, 4 et 5. Les premiers drones tactiques figurent dans le groupe 3, et les drones aériens de grande taille, groupe 4 et 5, sont majoritairement dédiés à des applications militaires. Ils doivent être considérés comme des systèmes robotisés complexes, intégrant des infrastructures, des abris, des pistes, des aérodromes ou des aéroports, du personnel qualifié, du soutien logistique pour l'approvisionnement en carburant, en munitions et en maintenance. En France, nous utilisons souvent la classification de masse suivante. Les nanodrones, les vecteurs de masse inférieure ou égale à 250 grammes, les microdrones, les vecteurs dont la masse est située entre 250 grammes et 2 kg, les petits drones, les vecteurs de 2 à 25 kg, les médium drones, les vecteurs de 25 à 150 kg, les grands drones, les vecteurs de plus de 150 kg. L'OTAN possède également sa propre classification, selon trois grandes classes définies par les usages de drones sur le champ de bataille. Ces trois classes sont elles-mêmes subdivisées en sous-classes, caractérisées par le cadre d'emploi, l'altitude normale en opération, le rayon d'action en mission, le niveau d'intégration et le commandement. La classification OTAN a été construite pour les drones militaires. Alors, typologie des intrusions de drones dans les zones interdites. Il y a l'introduction involontaire ou inconsciente. L'intrusion involontaire résulte d'une méconnaissance de la réglementation des zones de vol. Le télépilote amateur est un débutant. Il n'a pas conscience de diriger son drone dans une zone interdite de vol. Il vient de le recevoir et effectue son premier vol dans un cadre ludique sans savoir qu'une réglementation existe. Ce type d'intrusion, qui semble anodine, peut provoquer de graves perturbations dans le trafic aérien aux abords d'un aéroport, mobiliser les services de sécurité ou provoquer un accident dans le pire des cas. Il y a aussi l'intrusion volontaire ou consciente. Le télépilote décide sciemment de faire voler son drone dans une no-fly zone. Il est conscient d'enfreindre la réglementation en vol. Ses motivations ou objectifs peuvent s'inscrire dans un large spectre d'usages malveillants. La motivation 1, c'est le simple défi de l'autorité et de ses règles. Le télépilote, provocateur ou joueur, souhaite braver les interdits, rejeter les règles, défier l'autorité, se sentir libre de voler partout, sans limitation. La motivation 2, c'est l'activisme et le militantisme. Le télépilote cherche à mettre en lumière ou à défendre une cause au sein d'un groupuscule, d'une association ou d'une ONG. L'activisme se caractérise par l'intrusion illégale d'un drone dans une zone de vol interdite. Les scénarios sont multiples. L'activisme symbolique
non destructeurs menés par des associations ou des ONG qui souhaitent attirer l'attention du public sur une cause à défendre, par exemple en réalisant le survol illégal d'une centrale nucléaire pour dénoncer l'insuffisance de systèmes de sécurité et militer contre les infrastructures nucléaires. Deuxièmement, l'activisme de perturbation, au nom duquel des militants survolent des pistes d'un aéroport pour bloquer momentanément les décollages et l'atterrissage d'avions de ligne. Troisièmement, l'activisme destructeur, dans lequel le télépilote utilise son drone comme un projectile pour détruire un dispositif considéré comme une cible, une caméra de surveillance, une antenne 5G, un panneau d'affichage. La motivation 3, c'est l'opération civile de délinquance, de criminalité et du grand banditisme. Le télépilote utilise un drone pour réaliser une opération illégale, par exemple pour la livraison de produits stupéfiants et de téléphones auprès de détenus ou en surveillant la cour d'une prison pour effectuer un repérage des allées et venues d'occupants d'une maison ou d'un entrepôt avant son cambriolage. Un drone porteur de charges explosives peut être utilisé pour tuer ou blesser une personne ou un groupe de personnes ciblées par un groupe criminel. La motivation 4, les opérations d'espionnage étatique ou industriel. Des agents du service de renseignement étranger s'appuient sur des vols illégaux de drones pour collecter des informations sur une infrastructure sensible et pour tester les réponses sécuritaires mises en place. La motivation 5, c'est toutes les opérations militaires sur un théâtre d'opération. À l'image du conflit russo-ukrainien, les drones porteurs de charges sont utilisés pour cibler les unités ennemies. L'utilisation de munitions téléopérées est généralisée. Les drones de surveillance, de renseignement, de marquage, de désignation de cibles pour l'artillerie interviennent sur le front comme en profondeur derrière les lignes ennemies. Depuis 5 ans, le nombre d'incidents de sécurité impliquant des drones a explosé. Les grands événements culturels, sportifs ou mémoriels font l'objet d'intrusions dans les zones d'exclusion. Plus de 4000 vols illégaux de drones ont eu lieu autour de grands événements sportifs en 2023 aux États-Unis, entraînant des retards coûteux et mettant le public en danger. Les grands principes de lutte anti-drones, c'est la lutte anti-drone de NAD s'appuie séquentiellement sur 4 étapes fonctionnelles. Première étape, la détection des drones pénétrant dans un espace aérien donné. Deuxième étape, l'identification du drone autorisé ou non autorisé à voler en zone civile ou en drone ami, drone ennemi en zone militaire. Troisième étape, le suivi dynamique continu du drone dans l'espace aérien. Quatrième étape, le cas échéant, la capture ou la destruction du drone considéré en vol illégal. Ces 4 étapes présentent leur propre complexité et mobilisent des technologies spécifiques. La LAD en contexte civil n'est pas la LAD d'une zone de guerre. Les moyens de détection, de suivi, de neutralisation ne sont pas les mêmes. L'efficacité de la détection et de la classification varie selon plusieurs facteurs. La taille des drones, leur masse, leur vitesse, leur accélération, les matériaux qui les composent, leur signature radar, leur comportement dynamique et les similitudes existantes avec d'autres objets volants comme les oiseaux ou les avions sont autant de paramètres à prendre en compte dans la détection. La hauteur de vol des drones, allant de quelques mètres à plusieurs kilomètres au-dessus du sol, influence les performances des systèmes de détection qui doivent pouvoir s'adapter à ces disparités. Le contexte d'emploi du drone, les conditions environnementales, les conditions météorologiques, les obstacles urbains, le terrain et l'éclairage peuvent réduire l'efficacité des algorithmes de détection et des capteurs, conduisant à des classements en faux positifs ou faux négatifs. Pour relever ces défis, il faut nécessairement mener une recherche continue sur de nouvelles méthodes de détection et de classification et exploiter les progrès réalisés sur les capteurs. Une collaboration étroite entre les spécialistes de l'intelligence artificielle, de la vision par ordinateur et du traitement de signal est essentielle pour développer des solutions efficaces. Les technologies de détection des drones. Le croisement d'expertises multiples interdisciplinaires garantit le niveau d'efficacité des dispositifs de détection et d'identification des drones. Premièrement, la détection radar.
Le système radar utilise des ondes électromagnétiques pour détecter, localiser des objets, caractériser la distance, la vitesse, l'azimut et l'élévation. Le radar actif transmet et reçoit des signaux alors que le radar passif s'appuie sur des sources de signaux externes. Il existe plusieurs types de radars. Le radar de surveillance pour la détection à longue portée, le radar à ondes millimétriques, efficace dans différentes conditions météorologiques, le radar à impulsion Doppler qui détecte les changements de fréquence, le radar à ondes continues qui assure une transmission continue de signaux et le radar à modulation de fréquence. La détection est basée sur les radiofréquences, les RF. Ce détecteur s'appuie sur les radiofréquences pour détecter les drones en capturant les signaux RF émis par l'électronique embarquée. Il utilise deux récepteurs pour capturer les signaux des drones et des contrôleurs. Il détecte les drones dans les zones d'exclusion aérienne en interceptant les signaux de communication entre les drones et la station au sol. La détection acoustique, les microphones. Ce détecteur s'appuie sur des signatures acoustiques distinctes engendrées par les drones, notamment celles des pales d'hélice. Il s'appuie sur des capteurs audio, des micros spécialisés pour capter les bruits des drones en analysant la fréquence, l'amplitude, la modulation et la durée pour la détection. Le micro peut identifier les drones en fonction de différentes caractéristiques telles que la taille, la vitesse et l'altitude en utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique pour la classification. La détection est basée sur la vision multispectrale avec des caméras spécifiques. Ce détecteur s'appuie sur des caméras multispectrales pour produire des images de zones aériennes potentiellement traversées par un drone. Ces images ou vidéos sont ensuite analysées par des algorithmes de vision artificielle et de détection automatique d'objets drones. La vision des capteurs et autres méthodes. Le principe de la fusion des différents capteurs repose sur l'utilisation et le croisement de plusieurs méthodes de détection. On parle de détection multimodale en croisant par exemple des capteurs de type caméra avec des capteurs audio ou de l'imagerie radar avec de la vision artificielle ou de capteurs RF avec de l'image et de l'analyse vidéo. Ces croisements améliorent les performances de détection, de suivi et de classification des drones. D'une manière générale, la fusion des capteurs augmente la robustesse et la précision des systèmes de détection, les progrès de la 5G, de l'IoT, Internet des objets, et la détection à partir des radiofréquences utilisant les empreintes Wi-Fi contribuent à l'amélioration des performances de la détection. L'identification du drone. Lorsqu'un drone a été détecté par un capteur, la phase d'identification intervient avec l'objectif de répondre aux questions suivantes. Ce drone est-il enregistré, immatriculé? A-t-il une autorisation de vol dans cette zone aérienne, à cette hauteur, à cet instant? Si la zone est interdite de vol, de quel type de drone s'agit-il? Quelle est sa trajectoire? Sur le champ de bataille, on parle de FFI, pour Friend or Foe Identification, ou identification ami-ennemi appliquée aux drones. Les technologies FFI existent depuis la Seconde Guerre mondiale et équipent les avions de combat. Elles s'appuient le plus souvent sur des transpondeurs qui échangent avec une base de contrôle terrestre ou entre aéronefs d'une même armée, les FFI OTAN. L'adaptation des dispositifs FFI au monde des drones s'avère complexe. Des mini-transpondeurs ont été développés et sont commercialisés, mais ils sont essentiellement destinés aux grands drones, les groupes 3, 4 et 5. Plus le drone est petit, plus l'identification FFI est difficile à mettre en œuvre et le constructeur de petits drones de groupe 1 et 2 est confronté à plusieurs défis. Le défi du poids du drone et de sa charge utile, diminué par le poids d'un micro-transpondeur, le défi énergétique embarqué face à la consommation propre du FFI, le défi de la puissance de calcul embarquée, la puce dédiée, le défi du coût du FFI embarqué par du drone non sacrifiable ou du drone sacrifiable,
Les défis physiques et aérologiques, vibrations, vélocité, contexte brouillé, les défis cryptographiques et chiffrement, la question de la non-répudiation. Les solutions de FFI dédiées aux petits drones sont en cours de développement. Elles s'appuient sur des approches complémentaires, radiofréquences, puces embarquées, blockchain, intelligence artificielle de computer vision, à partir de capteurs existants, caméras embarquées et systèmes de liaison avec la base terrestre. Alors, le suivi du drone. Lorsqu'un drone est détecté dans une zone interdite de vol, il est indispensable de disposer d'un dispositif de trajectoire qui ne perde pas le drone. Ce suivi repose sur des systèmes radars, des capteurs acoustiques, micro, des caméras multispectrales. En zone urbaine, les murs et constructions rendent ce suivi très complexe, notamment pour de petits drones évoluant à faible hauteur de vol ou slalomant entre les bâtiments. L'intelligence artificielle Computer Vision permet de renforcer ce suivi à partir de modèles de prévision de trajectoire. Les capteurs suivent le drone. Lorsqu'ils perdent, le modèle d'intelligence artificielle calcule la trajectoire la plus probable quand le drone n'est plus visible, puis dirige les capteurs vers le point de réapparition attendu du drone. Alors, vous avez une petite photo montrant l'écosystème drone de Thales. Alors ensuite, vous avez la neutralisation du drone ennemi ou interdit de vol. Il s'agit de la dernière étape du processus de détection, identification, suivi, destruction. La neutralisation des drones doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur. Il est ainsi nécessaire de prendre en compte l'intégralité du spectre des conséquences post-neutralisation. Le propriétaire du drone perd son système, préjudice matériel. Si le drone neutralisé s'écrase au sol, il peut blesser des personnes ou provoquer des dommages à des tiers. Si le drone neutralisé est porteur d'une charge explosive, sa neutralisation peut provoquer l'explosion de cette charge en vol ou au sol, avec des conséquences importantes sur le voisinage du drone. Face à cela, les dispositifs de neutralisation de drones reposent sur deux approches. Les techniques de guerre électronique et cybernétique, le brouillage des liaisons radiofréquences, RF, son coût est relativement faible, il ne détruit pas le drone et évite des dommages collatéraux liés à sa chute. Son usage en France est très réglementé et réservé aux opérateurs étatiques. Le brouillage des moyens de navigation par satellite GNSS, GPS, Galileo, etc. Il est très efficace sur les drones qui sont guidés par GPS. Une fois la liaison GPS perdue, le drone ne sait plus comment se diriger et finit par tomber. Les constructeurs de drones proposent désormais des systèmes utilisables en GPS DINID. Le drone se géolocalise localement à l'aide de ses capteurs embarqués. En reconnaissant des points caractéristiques du paysage, il reconstruit une cartographie en temps réel en comparant les points d'intérêt détectés à ceux figurant en dur dans une carte embarquée. Le brouillage GPS n'a pas d'impact sur ce type de drone. Seuls les services étatiques sont autorisés à mettre en œuvre du brouillage GNSS, car ce type d'opération peut impacter le trafic aérien dans sa globalité. Le canon à impulsion électromagnétique IEM, ce canon produit des impulsions électromagnétiques de forte intensité en direction du drone afin de neutraliser son électronique embarquée, les circuits électriques et électroniques, les cartes, les puces, les calculateurs, les mémoires. Plusieurs défis techniques sont à relever sur les dispositifs IEM, en particulier la quantité d'énergie nécessaire pour produire l'impulsion, la faible portée, la faible focalisation du faisceau électromagnétique, le taux d'absorption atmosphérique et les dommages collatéraux associés à l'impulsion sur les systèmes électroniques qui ne doivent pas être détruits. Les fusils et canons laser aveuglants et lasers de puissance, ces dispositifs utilisent un laser de faible puissance pour aveugler les capteurs embarqués dans le drone, en particulier ses caméras. Cette méthode bon marché reste aléatoire. Elle ne fonctionne pas toujours car il faut pouvoir cibler précisément le capteur. Les fusils et canons laser à puissance ciblent directement le drone pour le brûler. Ces canons sont très efficaces dans un contexte d'emploi militaire. Ils peuvent produire des effets collatéraux importants. La prise de contrôle du drone par piratage, le hacking,
du système de pilotage. Cette méthode repose sur l'exploitation de potentielles failles de sécurité du logiciel embarqué du drone ou de sa liaison avec sa base terrestre. L'efficacité de cette approche reste très aléatoire car les constructeurs cybersécurisent de plus en plus leurs produits. Alors l'interception physique ou cinétique, les moyens antiaériens sol-air classiques, il s'agit de la méthode à l'ancienne mobilisant des outils antiaériens classiques, parfois rudimentaires, opérés essentiellement en zone de guerre. Le fusil automatique tirant sur le drone, la mitrailleuse 12-7, le canon antiaérien, les missiles d'interception sol-air. Plusieurs drones outils ont été interceptés en mer Rouge au large du Yémen en mars 2024 par l'armée française. Les neutralisations ont été réalisées par hélicoptère au canon de 76 mm ou par lancement de missiles Aster. Les filets anti-drones, cette méthode est particulièrement adaptée à la LAD en milieu civil. Le principe repose sur un fusil lance-filet à faible portée de 20 à 200 mètres. L'opérateur doit à la fois viser juste et vite. La récupération en douceur du drone permet à la fois d'éviter les dommages collatéraux liés à sa chute, de mener une enquête d'identification sur le drone. L'armée russe vient de développer des cartouches de chevrotine anti-drone contenant un mélange bien dosé de poudre noire et de filets textiles déployables au moment de l'impact. Les vautours agiles et rapaces des expérimentations ont lieu au Moyen-Orient par conditionnement animalier d'un rapace à l'interception de petits drones en vol. En France, cela a été fait aussi par l'armée de l'air, mais cela a été abandonné. Trop souvent, l'interception du drone a provoqué des blessures sur le rapace. Il s'agit d'une méthode exotique qui peut intervenir qu'en complément d'un dispositif de LAD efficace. Les drones intercepteurs de drones, les DID, le principe repose sur le développement de drones raceurs, intercepteurs capables d'être lancés automatiquement depuis une base de décollage, de voler très vite en mode poursuite de cible et de rattraper le drone hostile et de le percuter à grande vitesse. La destruction repose sur le choc et l'énergie cinétique dissipée. C'est aujourd'hui la méthode la plus prometteuse de la LAD car elle offre de nombreux avantages. La scalabilité des drones intercepteurs face à une attaque en essaim impliquant un grand nombre de drones hostiles, le système oppose un nombre adapté supérieur d'intercepteurs. On parle alors de système de défense SCS, Swarm Counter Swarm ou essaim anti-drone. Voilà, je vais vous laisser pour cet premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt pour l'épisode 2. Fidèlement, Jean-Luc O.